Une dizaine de personnes pour prendre la banderole, s'il vous plaît. Pourquoi, selon vous, n'existe-t-il pas de centrale nucléaire à côté des grandes villes? Ah ouais, bonne question, parce que déjà il faut penser au refroidissement des centrales, quoi. Mais c'est vrai que dans le cas de Paris, on pourrait se poser la question, il y a la Seine qui est au pied. Ouais. Pourtant, si on écoute le gouvernement, les centrales nucléaires n'apportent aucun danger pour la santé, pour l'homme, et c'est plutôt une énergie propre. Ouais, ça c'est bon. C'est le discours officiel. On sait que le gouvernement en France, tous les partis dits de gouvernement sont pro-nucléaires. Donc il y a une omerta sur les réels risques présentés par le nucléaire. Bon, il n'y a pas besoin d'aller dans de longs discours. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Fukushima dernièrement, ce qui s'est passé à Tchernobyl et puis tous les autres problèmes liés au nucléaire, tous les incidents qu'il peut y avoir ici et là, pour se rendre compte que ce n'est pas une énergie du tout propre. Et le principal problème, c'est surtout le déchet nucléaire. Imaginons qu'il n'y ait jamais d'accident majeur sur le sol français. C'est qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires, voilà quoi. Et puis les gens qui travaillent à l'intérieur des centrales, on sait qu'ils sont exposés à des doses. Et puis il y a tout un tas de tous les risques liés à la santé pour la population autour des centrales. Ça c'est totalement occulté. Il n'y a pas d'enquête épidémiologique réellement faite sur ce problème-là, quoi. Donc voilà. Mais comment on sait qu'on est dans un nuage radioactif? Ça ressemble à quoi? Ça ne ressemble à rien. C'est le problème du... Ça n'a ni couleur ni odeur. Voilà, c'est invisible, quoi. Donc, ni couleur ni odeur. C'est possible qu'il y ait de la radioactivité dans les rues de Rennes en fait. Ça peut. Oui, il n'a été détecté à Lançon, il n'y a pas de centrale. Du tout. Je sais pas, vous avez vu dans le... Bonjour, je m'appelle Lily. Quelles seraient selon vous les solutions pour sortir du nucléaire? Avec la sobriété énergétique, essayer de moins gaspiller, Mais alors, du coup... c'est l'équivalent d'un EPR, je crois, qui est nécessaire rien que pour le fonctionnement des appareils en veille, quoi. Les appareils électroménagers en veille. Vous seriez capable de revenir à la bougie pour sauver la planète et vos enfants? Au Japon, ils sont pas revenus à la bougie. Et ils sont irradiés quand même. Je pense qu'on n'est pas prêt de revenir à la bougie, mais bon, entre deux extrêmes, je préfère encore revenir à la bougie que de pas vivre du tout, quoi. Et pourtant, le gouvernement a parlé d'un nucléaire pour la paix. Vous connaissez cette expression? Ah ouais, non, je savais pas, mais tout est possible, quoi. Il disait que la différence entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire était que le nucléaire civil était pour la paix. Vous en pensez quoi? La paix des actionnaires des sociétés marchandes d'armes, peut-être, je sais pas. Il a peut-être pas fini sa phrase, je sais pas. C'est peut-être l'ancien dicton si tu veux la paix, prépare la guerre. Il fait peut-être allusion à ça. Oui. Quelle est la chose la plus importante pour vous dans la vie? Vivre, être avec les gens qu'on aime. J'ai besoin d'après-midi pour répondre. La qualité de vie. Dans la vie, être libre. L'amour, je pense. La famille, ses proches, enfin des choses comme ça. La chose la plus importante dans la vie, c'est de rester en vie. C'est compliqué. C'est très difficile. Il y a les potes, quoi. Il y a les copains. Voilà, la famille. Les copains. Non, les copains. La liberté et la liberté. Ah oui, la liberté. Merci. Quelle est la chose la plus importante pour toi dans la vie? Qu'il n'y ait plus de nucléaire. C'est la plus importante pour toi? Ouais. Je sais pas, me battre. Être en respect avec nos convictions. Ouais, voilà, c'est tout. Mes parents. Ah, elle est trop mignonne. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Dans la vie, c'est de bien vivre et puis pas d'être trop empesté par tout ce qu'ils nous racontent. les copains, quoi. Oui. D'accord, merci Le beaucoup. plus important, c'est les copains. Merci beaucoup. Dès l'origine, nous nous sommes prononcés contre le père parce qu'il était inutile, coûteux, dangereux. Inutile, sauf pour ceux qui veulent le vendre. Donc vous serez prêt à revenir à la bougie pour protéger la planète? Ouais, prêt à revenir. Il est revenu à la bougie. Vous êtes revenu à la bougie? Ouais, la bougie est revenue à moi. Vous n'utilisez pas d'électricité chez vous? Non.
Donc vous êtes revenu vraiment à la bougie. Je suis pas revenu, hein. Je suis. Vous demandez une sortie en fait du nucléaire total? Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi, je suis pour une sortie totale. De toute façon, la sortie, elle est inéluctable. Maintenant, c'est de la faire le plus rapidement possible parce qu'on sait déjà qu'on a un lourd passif à gérer par rapport aux déchets nucléaires, par rapport aux centrales nucléaires. Donc déjà, arrêtons les dégâts là maintenant et puis passons à autre chose. C'est quoi autre chose? Autre chose, la première des priorités, la première solution, c'est les économies d'énergie. Quand on voit le gaspillage énergétique qu'il y a en France et puis dans tous les pays dits développés, donc il y a une marge phénoménale qui est à peu près à 50% de ce qu'on consomme en général, mais c'est autant vrai pour l'électricité que pour le pétrole et autres, toutes les énergies qui posent problème. Et après, il y a tout un tas d'alternatives possibles aussi, que sont les énergies renouvelables, qui sont multiples. Hein. Pourquoi il n'y a pas de centrale nucléaire à côté des grandes villes? Les centrales nucléaires, on dit qu'elles doivent être acceptables. Alors, à la limite d'une grande ville, on considère que c'est beaucoup moins acceptable par le nombre d'habitants qui y habitent que à 30, 50 ou 120 km. Par exemple, on n'a pas installé une centrale nucléaire dans l'île de la Cité, à Paris, ou sur la Seine, à Paris, mais on l'a installée à Nogent-sur-Marne, à 140, 150 km. C'est-à-dire que quand c'est assez loin, les gens y pensent moins. Ils appuient sur le bouton, ils ont de l'électricité. Sans se poser la question, mais s'il y avait un accident grave, si les vents étaient mal tournés, à 120 ou à 140 km, ils ne sont pas à l'abri. Au moment de l'enquête publique sur Flamanville, eh bien, il a été question officiellement du PPI, plan particulier d'intervention en cas d'accident nucléaire. C'est l'évacuation, officiellement l'évacuation sur 5 km et le confinement sur 12 km. Or, en même temps, le préfet de la Manche, qui s'appelait Farjas à l'époque, demandait à tous les maires du département, jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est pas loin d'ici quand même, hein, eh bien, de recenser la population, et notamment la population d'enfants, pour avoir en stock en mairie des comprimés d'iodure de potassium, c'est de l'iode naturel en quelque sorte, pour saturer la thyroïde en cas d'accident à Flamanville. Alors sans doute que si vous n'avez pas ça en Bretagne, c'est que le Couesnon vous protège. Ça ne passe, vous savez bien, ça ne franchit pas les frontières, ça ne franchit pas les frontières des départements, pas seulement des nations. Hein, donc il est évident qu'on fait un calcul selon lequel un accident grave serait beaucoup plus nocif, en quelque sorte, dans une ville, dans une zone urbaine, que à quelques dizaines de kilomètres. Peut-on tenir franchement, moralement, ce type de discours ? Le fait que le gouvernement dise qu'il n'y a absolument pas de danger des centrales nucléaires, que c'est une énergie propre, comme ils disent, vous dites non. Bah absolument pas. Si on prend Flamanville, le père, quand il a été question de faire l'enquête publique, il y a eu interdiction de publier un texte classé secret défense sur les risques d'attentats. Alors ça, on ne veut pas en parler, les risques d'attentats. Or, il y a des avions qui partent de Roissy et qui vont vers les États-Unis, qui passent régulièrement tous les jours en grand nombre entre l'usine de La Hague et l'usine de Flamanville. Même à une certaine époque, après un certain 11 septembre, il y a 10 ans, il y avait un camion lance-missile sol-air qui se promenait là, et puis s'il y avait un avion qui s'était un peu trop approché, on tirait dessus. Et puis il y avait aussi une station radar pour contrôler le passage des avions, etc. Donc on s'installe bien quand même dans le fait que c'est possible d'avoir des attentats en matière de nucléaire. Il y a à l'heure actuelle à l'usine de La Hague plus de 100 cœurs de réacteurs dans les 4 piscines stockées. Ces piscines sont protégées sur le fond, sur les côtés. Les toits, c'est quasiment des hangars agricoles. C'est-à-dire n'importe quel avion de ligne, pas un petit avion de tourisme,
qui tombe là-dessus, c'est une catastrophe sans nom, avec l'énorme quantité de cœurs de réacteurs qui sont là. Bon. Vous avez l'air de vous y connaître vachement là-dedans. Mais par la force des choses, non. J'ai fait ma formation avec ce qu'on appelait le groupement des scientifiques pour l'énergie nucléaire. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis par rapport à l'énergie nucléaire? Moi, je suis devenu anti-nucléaire en 72. J'ai toujours été contre le nucléaire militaire, mais je croyais que le nucléaire civil était bien à utiliser, etc. Et puis je me suis rendu compte, au bout d'un certain temps, que c'était une mauvaise chose pour l'environnement, pour la santé publique, et puis également sur le plan sociétal, parce que quand on a des dizaines de tonnes de plutonium, par exemple, sous l'usine de La Hague, à 25 mètres sous terre, si on n'a pas de problème aujourd'hui ou demain, mais comment imaginer avec la durée de vie du plutonium, 24 000 ans de période, 240 000 ans de durée de vie, qu'il ne puisse pas y en avoir un jour à partir. Et ça devient un problème moral, parce que comment on peut laisser à des dizaines, des centaines, des milliers de générations le problème des déchets à gérer?